Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la 83e émission du Clubhouse de Dribble. Nous revenons la tête dans le guidon après 2 semaines de vacances bien méritées et nous avons un invité de prestige pour débriefer la 12e journée de BGA League et bien d'autres sujets. Avec moi sur le plateau, il a accepté de surmonter la maladie pour remplacer Boris au pied levé avec sa patte de l'expert, c'est le directeur de Mental Simon Béot. Bonsoir Simon. Bonsoir Marco, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de faire ton retour sur le plateau. Ça faisait longtemps. Je me suis fait chasser, donc je reviens, j'ai profité de l'absence de Boris. Quelle forme. Tu as bien raison, et oui, tu t'es fait chasser par celui qui a le regard perçant et flegmatique, notre caution Gen Z, c'est le chroniqueur Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas. Bonsoir Marco. Comment vas-tu ? Ça va super, écoute, on revient ici après une petite interruption pour venir cette belle journée de BGA League avant 3 semaines de pause quand même pour le championnat. Oui, puisqu'il y a eu évidemment la trêve internationale. Une autre arrive incessamment, on aura l'occasion d'en parler avec la liste à venir jeudi de Jeff Strasser. Et puis notre invité, alors lui, il a chaussé les gants dès l'âge de 10 ans à l'AS Béziers. Il a été formé au FC Metz, il est passé par Amiens où il a connu la Ligue 2 notamment. Et depuis son arrivée au Grand-Duché, donc il a fait le FC Vils, le Racing avant de soulever la coupe et le titre, le trophée de champion avec Differdange en 2024. Il est retourné au club de la capitale avec non pas une mais 2 casquettes, celle de gardien et de directeur sportif. Mesdames et messieurs, il vient d'avoir 36 ans. C'est Romain Ruffier. Bonsoir Romain, comment ça va ? Bonjour, merci pour l'invitation. Et comment ça va ? Bah écoutez, ça pourrait aller mieux, la situation est pas évidente au Racing, je pense qu'on pourra en discuter, mais on travaille, on lâche rien et on va dire que ça va. Nous allons revenir en long, en large et en travers sur tout ce qui se passe à la tête du RFCUL, puisqu'au sommaire de cette émission, nous allons débriefer la 12e journée de BGA League. Un focus évidemment sur le Racing avec notre invité, le gardien et directeur sportif, avec son éclairage. Le débat sur la VAR Light, on va y revenir également. La Coupe de Luxembourg, les News Express, les Routes Leven, l'APH, des analyses, des coups de gueule. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on débute avec les résultats de cette 12e journée de BGA League. Et c'est Bisson qui a emporté le match des promus 4-1 sur la pelouse de Mamers. Du côté d'Ostert, c'est 2-1 contre Mondorf. Le F91 du Delange a emporté le choc, l'affiche où tu étais Thomas, contre Espérange 3-1. La Jeunesse l'a emporté 1-0 face au Victoria Rosport. Differdange l'a emporté également sur la plus petite démarche 1-0 contre l'Union Titus Pétange. Canèche et Strassen ont fait match nul, 3 buts partout après un match fou. Il y a eu un triplé de Mathéus, un pénalty raté de Mathéus, et puis l'égalisation à la 97e minute de Gomez donc pour Canèche. Et donc le Racing qui a fait match nul, 1 but partout contre l'UN Kerjeng. Match nul alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique après une expulsion à la 58e minute. Alors au classement, Differdange est seul en tête. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, avec 31 points et donc 5 points d'avance sur son dauphin Strassen et 7 points d'avance déjà sur le F91 du Lange. À noter que Differdange a encore un match en retard qui sera joué contre Rodange ce mercredi. En bas de classement, on a 3 équipes avec 10 points à égalité à la 12e, 13e, 14e place et il s'agit du Racing, de l'Union Pétange et de Rodange. Et Kerjeng, Mamers, ferme la marche. Alors messieurs, c'est devenu une tradition, je vais vous demander ce que vous retenez, quel match, quel résultat vous retenez de cette 12e journée. Je pense qu'il y en a un qui se détache quand même, c'est le match fou, on peut le dire, entre Canèche et Strassen, avec l'Una Strassen qui a cru décrocher cette victoire au bout du suspense dans le temps additionnel, mais finalement... Ils avaient longtemps mené 2-0 d'ailleurs. Exactement, ils se sont fait surprendre par une belle équipe de Canèche qui est revenue. Et finalement, au bout du bout, alors que personne ne pensait à un retour de la Jeunesse, ils ont su trouver ce surplus d'âme pour aller égaliser et chercher finalement un match de prestige quand même face au 2e du championnat. Et je trouve qu'il faut quand même donner du crédit à cette équipe de Canèche, dont on ne parle pas beaucoup depuis le début de saison, mais ils font leur petit bonhomme de chemin comme ça, sans trop faire de bruit. Ils sont 8e, ils ont déjà mis 6 points d'avance sur la zone de barrage. Et quand on voit la densité d'équipe en bas de tableau, on se dit que c'est important d'avoir déjà ce matelas d'avance
par rapport à la lutte pour le maintien. Ton match m'a piqué mon match. Et t'as raison parce qu'il était assez dingue. Strassen même 2-0. Ouais. Ils se font la réduction du score juste avant la fin de la première mi-temps. Ils reviennent à 2-2. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le troisième but de Strassen, je crois qu'il est inscrit à la 94e minute. Oui, c'est ça. Ouais. Et Canard régalise à la sur 96e. Donc, ils prennent un coup alors, il y a franc quelques approximations défensives de part et d'autre. Mais bon, je pense que c'était un week-end difficile au niveau du temps. Le terrain l'était tout autant. Donc non, c'était un match très spectaculaire. Moi, j'avais en option B, je voulais parler de la Terre de Bissan, qui a fait un très bon match à ma mère. Et au-delà du match, ils sont sur une spirale ultra positive. Il me semble que c'est sur les 8 derniers matchs, 7 victoires et un match nul. Ouais. Et ils s'installent tout doucement dans le haut du tableau. Et très clairement, même s'ils ne veulent pas le dire, il va falloir compter sur eux. Pour aller chercher le podium, clairement. On sent quand même qu'il y a un petit groupe de 4 qui se dégage, ou en tout cas un groupe de 3 derrière différents ouais, pour ces ils places ont des joueurs de européennes. qualité, ils ont bien recruté. Tu l'as dit, 8e, ils sont à égalité de points avec le Swift Espérange. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout en début de saison, même si le Swift a un match en retard qui sera à jouer donc contre le Racing. Alors, on va parler justement du Racing. Ce qui m'a le plus interpellé au cours de cette 12e journée, c'est davantage le match nul entre le Racing et Kerjeng. Le Racing qui avait pris l'ascendant avec un penalty inscrit en première période. On se disait que le match était joué après l'expulsion d'un joueur de Kerjeng, et puis ce but sur corner, un corner mal dégagé et l'égalisation. Alors peut-être que Romain, toi qui as participé à ce match nul et qui était dans les buts, tu n'as rien pu faire là pour le coup. C'était un but que tu ne pouvais pas éviter. Comment est-ce que vous avez vécu, alors que la victoire vous tendait les bras, ce scénario? Bon, c'est pas la première fois qu'on prend un but malheureusement cette année. C'est sûr qu'on aurait aimé ressortir de ce match avec une victoire. Je pense qu'elle aurait fait du bien, que ça soit comptablement parlant ou mentalement. On en a grandement besoin, on travaille beaucoup, on souffre beaucoup. Mentalement, c'est pas évident parce qu'on voit les résultats et les derniers événements. Et malheureusement, on n'arrive pas à tenir ce résultat. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans le match d'hier, notamment sur cette première mi-temps. Le coach qui met un nouveau système en place, les joueurs qui s'adaptent très, très rapidement parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'entraînement pour préparer tout ça. Et je pense que la première mi-temps est très intéressante dans l'intensité, dans l'engagement du groupe. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on perd un peu en intensité. Kerjeng, puis forcément, veut jouer sa chance à fond, un peu comme toutes les équipes ici au Luxembourg. Surtout cette année, j'ai l'impression que tout le monde s'est très bien renforcé et tous les matchs sont serrés. Nous qui ne marquons pas le deuxième but, donc ce qui fait que nous on tombe un peu dans une forme de doute peut-être, ou en tout cas on n'est pas totalement rassuré. Il y a encore les traces du passé qui font que voilà la petite erreur peut arriver ou l'occasion qu'on loupe va se retourner contre nous, et c'est un peu ce qui se passe malgré le fait qu'on soit à 11. On commence un peu à couler physiquement, on commence à subir un peu plus, sans pour autant laisser d'espace ou d'occasion à l'équipe adverse, mais à un moment donné, on recule. Sur coup de pied arrêté, ce qui doit arriver arrive. Et on finit par avoir un coup de pied arrêté. Jusqu'à présent, on les avait bien gérés sur ce match-là. Et malheureusement, on dégage le ballon, on ne le dégage pas assez loin ou pas assez précis. Et alors à 1 mètre près, il aurait loupé son contrôle, ça aurait été plus loin. Mais malheureusement, il nous faudrait un peu de chance. Actuellement, on ne l'a pas. Et ce qui fait que hier, on ne ressort pas avec les 3 points. Bon, alors tu parles du passé, c'est un passé extrêmement récent. On va refaire un petit peu l'historique de la situation. Alors tu l'as dit, le Racing est en quête de points, en quête de victoire. Il y en a eu 2 seulement depuis le début de la saison. Et face à ces résultats et à l'absence de réaction en termes de résultats, parce que sur le terrain, c'est un peu selon les matchs. On a pu voir un Racing qui était intéressant, contre le Progrès notamment. Et hier encore en première mi-temps, c'était vraiment très intéressant. Et donc face à ces constats, jeudi, l'aventure de Yannick Kakoko à la tête du Racing a pris fin. Et on a appris ensuite, c'était samedi ou vendredi soir, que c'était Sébastien Grandjean qui reprenait donc les rênes de l'équipe première. Alors on va revenir un peu plus en arrière. Tu parlais du passé, parce que finalement Yannick Kakoko, il n'a pas fait un passage qui restera inaperçu à la tête sur le banc du Racing, puisque je le rappelle, l'année dernière ça a été un peu une sorte d'âge d'or pour le Racing. Alors il y a eu les dames évidemment, les jeunes qui participaient à la Youth League encore ce mois-ci, et puis donc l'équipe première senior masculine qui a atteint, et ça faisait bien longtemps, une compétition européenne. Est-ce que
se séparer aussitôt de Yannick Akoko après avoir rempli plus que les objectifs l'année précédente, c'était une fatalité au vu des résultats. Fatalité, oui et non. C'est sûr que se séparer de Yannick Akoko, qui est un top entraîneur et avec qui on a vécu une saison l'an dernier incroyable, c'est une chose pas facile. Malheureusement, le foot et nos postes restent soumis à condition de résultats. On a des objectifs clairs définis en début de saison avec l'entraîneur, et l'an dernier c'était également défini, et cette année on savait que l'objectif c'était quand même de jouer le haut du tableau. On a une présidente qui investit beaucoup d'argent pour y arriver. Donc voilà, les choses étaient claires depuis le début, et malheureusement on est tombé dans une mauvaise spirale. Alors manque de chance, manque de talent, manque de réussite, c'est un peu tout qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, mais je pense que si on avait eu un peu de réussite sur les 2, 3, 4 premiers matchs, ça n'aurait pas tourné comme ça. On a essayé beaucoup de choses, on a été manger ensemble, on a discuté, on a fait des réunions par groupe, on a eu discuté en interne avec les joueurs, entre joueurs, pour prendre conscience de certaines choses. On peut perdre, et je pense que tout le monde en est conscient au club, la présidente y compris, mais d'une certaine manière, d'une certaine façon, en étant combatif, en respectant un peu les valeurs du club ou les valeurs du football. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Et comme souvent, malheureusement, dans le football, c'est une personne qui paye, et on a essayé d'éviter ça au maximum, que ce soit la présidente ou moi. On en avait discuté en amont avec Yannick il y a un peu plus d'un mois. On en a rediscuté il y a quelques semaines. Les joueurs étaient prévenus, c'est justement là-dessus qu'on a essayé d'appuyer pour les faire réagir. Et malheureusement, la réaction est longue à venir, donc c'est pénible. On alterne, comme tu le dis, on alterne des matchs où on est combatif, un peu à l'image de Strassen ou Niederkorn, ou des matchs où on est inexistant, à l'image de Pétange et Differdange. Et ça, malheureusement, on va dire en haut de la pyramide, c'est des choses qu'on peut pas trop accepter. Vous avez essayé d'analyser la différence entre l'équipe de l'année dernière et celle de cette année. Il y a quelques changements. Il y a eu quelques départs importants, notamment devant. Ah oui, il y a eu toute la ligne offensive. Qui ont été certes comblés, mais on a l'impression qu'il y a une telle différence de niveau entre la saison dernière, qui à la base n'était même pas prévue. Je pense que vous ne vouliez même pas jouer l'Europe, et tant mieux, c'est arrivé. Ouais. Ça a peut-être mis une pression supplémentaire pour enchaîner aussi vite. Il y a une explication à tant d'écart de niveau. Ouais, non, après les joueurs ont été remplacés. C'est sûr qu'on va dire qu'on perd 3 joueurs majeurs l'an dernier, Mabela, Mazier et Gomez. Ouais. Mais il faut aussi prendre en considération que Mazier et Gomez, on les avait tout le mois d'août. Et pour autant, on n'a pas gagné. Ouais. Donc, je veux bien qu'on se cherche des excuses, et je suis le premier à vouloir les donner, ça m'arrange. Mais malheureusement, sur le mois de juillet, on a eu un mois de préparation qui a été également compliqué. Le mois d'août, où on avait tout notre effectif qui était également compliqué. Alors, on a manqué de réussite, on a eu des blessés, après on a eu des départs. Enfin, il y a eu plein de choses, plein de paramètres qui ont fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on échoue, si je peux le dire comme ça. Mais les joueurs avaient été remplacés. On avait anticipé le départ de Mazier, on n'avait pas anticipé celui de Gomez, ça c'est clair. Celui-là, il arrivait à la fin et on l'avait pas anticipé. C'est une grosse perte. Et puis voilà, c'est des joueurs qui ont été remplacés par des joueurs en qui on avait totalement confiance, en qui on a toujours totalement confiance. Alors ça prend peut-être plus de temps. L'an dernier, on a eu cette réussite et cette chance où le projet, où les joueurs sont rentrés direct dans le moule, et ça a pris de suite. On a de suite performé. Mabela arrivait en pleine forme. Mazier nous a fait des différences dès le début. Ouais. Gomez a su s'intégrer dans le projet parce qu'il connaissait le coach par cœur. Cette année, ça prend un peu plus de temps. On avait Enzo Daoud qui était au début en pointe, qui a eu un peu plus de mal à s'adapter, on va dire, à notre façon de jouer, ou peut-être au championnat. William Mazier qui était là et Antonio qui était là au mois d'août, qui nous ont aidés comme ils ont pu, mais collectivement, on n'a pas réussi à trouver la faille sur ces premiers matchs. Et puis après, quand on manque de confiance parce qu'on fait pas les bons résultats, on commence à perdre individuellement, collectivement. Et on a tous sombré. Aujourd'hui, on en a reparlé hier. Si Yannick Akoko n'est plus l'entraîneur du Racing, c'est notre faute. Notre faute en tant que joueur, parce que si le gardien avait été bon, si les défenseurs avaient fait le job, si les milieux de terrain avaient récupéré des ballons et si l'attaquant avait mis au fond, il n'y aurait pas eu de changement d'entraîneur. Donc je pense qu'on a tous notre part de responsabilité.
Je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience, mais en tout cas, il faut le prendre confiance. Il faut en prendre conscience. Effectivement, tu parles de mettre les ballons au fond. Là, à l'heure actuelle, le Racing, c'est la 3e pire attaque de BGA League, avec seulement, je crois, 12 buts. Voilà, 12 buts marqués. En fait, tu réponds déjà un petit peu à ma question, parce que si vous dites que c'est de votre responsabilité, on se dit qu'avec ce groupe et avec le manque d'efficacité offensive, Yannick Akoko ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Et ce qui va me permettre de poser cette question, est-ce que Sébastien Grandjean va pouvoir réussir à faire quelque chose s'il n'y a pas des réajustements qui sont opérés lors du mercato hivernal ? Mais tu dis avec ce groupe, moi je pense qu'on a le groupe. Je pense qu'on a le groupe et la qualité. On a un attaquant... On a Konrad Azong qui avait fait, je crois, 2e meilleur buteur de BGL il y a quelques années. Oui. Yesaya Herman, qui est attaquant, qui a joué en 3e division allemande, qui était titulaire à Mannheim, quand Yann Mabella, justement, y était et ne jouait pas. Dominique Stolz, qui est sûrement un des meilleurs joueurs du pays depuis 15 ans en arrière. Mm-hmm. Donc les joueurs, on les a. Il faut juste, si je puis dire... retrouver la confiance. Exactement. Est-ce que c'est pas une question de remettre en route une machine et de... Arrêter de réfléchir, arrêter de penser, se battre, reprendre les bases du football, les duels, gagner des duels, des pas simples et chercher à marquer des buts, ne pas en encaisser. Là, il y a le match de coupe et puis je pense que ça va lui permettre de mettre ses idées en place et comment il va pouvoir les mettre en place. Déjà apprendre aussi à connaître les joueurs parce que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, il était là sur 2 matchs sur les 3 derniers. Mais voilà, on voit pas grand chose, surtout peut-être qu'il y en a un de bon sur les 2 et donc pas évident pour lui de voir quoi que ce soit et il a essayé de nous donner ses idées sur ce premier match. On a essayé de les appliquer, on n'a pas perdu si je prends le côté positif de la chose, même si on aurait aimé gagner. Maintenant voilà, on a une semaine pour préparer le match de coupe parce que la coupe va être très importante pour nous cette année et 15 jours pour se mettre au travail pour aller chercher cette victoire, en tout cas cette première victoire sous l'ère de Sébastien Grandjean. Alors on va parler un peu plus de toi, Romain, parce que effectivement tu as essayé d'appliquer le plan de jeu et les consignes du nouveau coach, mais tu as une double casquette, donc celle de gardien du Racing et également celle de directeur sportif. Et lors de l'interview long format qui est paru dans le dernier dribble, Karine Reuter nous disait qu'elle aspirait à ce que tu restes un long moment directeur sportif au Racing. Donc tu as appliqué ces consignes, mais tu lui as probablement également fixé des objectifs à Sébastien Grandjean. Alors déjà, quels sont-ils ? Est-ce que c'est uniquement le maintien ? Là, tu parlais un peu de la coupe qui pouvait être très important. Et la deuxième question, une fois que tu as fixé ces objectifs, est-ce que c'est pas difficile, cette double casquette ? Alors les objectifs de Sébastien Grandjean, il n'y en a pas vraiment. La première idée, c'est de stopper l'hémorragie. Donc c'est vraiment l'électrochoc du changement remettre de coach, la tête à l'endroit. Clairement, on n'a pas changé d'entraîneur parce qu'on voulait avoir meilleur. Yannick Akoko est un top entraîneur. Je ne vais pas comparer les 2 entraîneurs parce que ça serait Yannick Akoko. On a réussi avec lui. Et l'idée n'était pas changer d'entraîneur pour changer d'entraîneur. L'idée était vraiment d'avoir ce choc psychologique pour faire réagir l'équipe. Et malheureusement, c'est la seule solution qu'on en a trouvée après 10 matchs pour faire réagir tout le monde. Sébastien Grandjean est un entraîneur qui a réussi ici au Luxembourg, qui a l'avantage de connaître le championnat. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris cette option. On avait d'autres idées, d'autres pistes, mais la piste d'un entraîneur qui connaît le championnat, qui a pu analyser l'équipe, puisque visiblement il était là sur ses derniers matchs, dans l'urgence où on est actuellement, c'est devenu une solution la plus logique pour nous. Donc concrètement, non, les objectifs, il n'en a pas réellement. L'idée, c'est de gagner des matchs, remonter au classement, se sortir vite de cette zone rouge, parce qu'on n'y est pas très loin. Oui. Et d'un point de vue personnel, le rôle de directeur sportif, c'est quelque chose... c'est conforme à tes attentes et à tes ambitions ? Déjà, pour vous, quel est le rôle d'un directeur sportif ? Alors que je réponde. Il doit encadrer tout le département sportif du club, des plus jeunes à l'équipe première. Et donc c'est accompagner le coach et c'est faire le lien en fait entre le côté technique, la présidence et le coach. Mais c'est comme ça que je l'entends. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que j'ai un rôle de directeur sportif où je représente la présidente quelque part, la direction, et je fais le lien entre l'académie, l'équipe première et la direction. Après, je l'ai toujours dit, quand ça a marché l'an dernier, quand ça a fonctionné, je suis
pas directeur sportif, on est 3. Il y a la présidente et il y a Yannick qui est avec moi. Et ça sera de même avec le nouvel entraîneur. J'ai jamais pris un joueur sans parler au coach et sans avoir l'accord du coach. On l'a toujours fait ensemble. Donc du coup, mon rôle de directeur sportif est assez simple. Quelque part, la passation ou l'entente avec l'académie se fait avec Delvin Skenderovic, qui est directeur de l'académie. Le relationnel avec la présidente, c'est assez simple parce que pour le coup, elle nous facilite la tâche et elle nous laisse totalement gérer tout ce qui est aspect recrutement. Et puis après, à partir du moment où je suis dans le vestiaire, là pour le coup, c'est ma deuxième casquette qui prend le relais. Je suis un simple joueur qui est là pour aider l'équipe et qui est sous la direction de l'entraîneur. Donc voilà, il y a eu des coachs qui ont été joueurs. Moi, pour le coup, j'ai ce rôle de directeur sportif. Je pense qu'il fonctionne si on arrive à être objectif, si on arrive à faire passer les objectifs du club, enfin les intérêts du club avant les siens. Et pour le coup, je pense pouvoir le faire, avoir le recul nécessaire sur la situation. Donc je pense pas que mon rôle de joueur pose problème à mon rôle de directeur sportif. Maintenant, est-ce que mon rôle de directeur sportif pose problème sur mon rôle de joueur ? Parce que j'en viens, je vois les problèmes arriver ou les questions arriver. Du coup, tu te mets face au miroir et puis tu te fais une autocritique. Et je l'ai fait, crois-moi. Directeur sportif face aux joueurs. Crois-moi, en ce moment, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Là, effectivement, en ce moment, c'est pas évident parce que sur le rôle de joueur, j'ai la pression du directeur sportif, la pression du résultat, la pression du joueur d'être performant. Donc là, c'est sûr que c'est une charge de travail ou émotionnelle, mentale supérieure, mais c'est à moi de la gérer. Je pense que si j'étais remplaçant, on se poserait pas la question. Oui. C'est surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis titulaire et j'en reviens à quelque chose que j'ai toujours dit à Yannick ou que j'ai dit à Sébastien Grandjean quand il arrivait. À l'heure d'aujourd'hui, je peux soit être bon, soit je joue pas. C'est-à-dire que j'ai pas la possibilité d'être moyen ou d'être mauvais, parce que ça serait pas me protéger de me faire jouer à ce moment-là. Donc voilà, pour moi c'est clair, j'ai 36 ans. Si je suis bon et que le coach décide de me faire jouer, alors tant mieux, avec grand plaisir, parce que je suis en pleine forme et j'ai encore envie. Si maintenant le coach estime que je suis moins performant ou que l'équipe sera mieux sans moi, alors avec grand plaisir pour accompagner les gardiens qui sont à mes côtés et j'ai aucun souci avec ça. Donc j'ai toujours tenu le même discours. Je sais que c'est peut-être pas forcément facile à entendre ou les gens le comprennent peut-être mal de l'extérieur parce qu'ils se disent oui, c'est le directeur sportif, il est assuré de jouer. Pas du tout. Oui, c'est pas lui qui compose l'équipe, le directeur sportif. Pas du tout. Je suis pas l'entraîneur. L'entraîneur a 100% les choix là-dessus. Il y a un match contre Espérance où je ne devais pas jouer parce qu'on devait mettre un première licence et le coach hésitait sur le fait de mettre un jeune joueur ou un jeune gardien et je lui avais dit te pose pas la question, mais un jeune gardien, te pose pas la question par rapport à moi. J'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai plus 22 ans à vouloir absolument jouer tous les matchs. Je veux les jouer, mais seulement si je suis performant. Si je suis pas performant, alors... Et malheureusement, sur ces 10 premiers matchs ou 11 premiers matchs, un peu à l'image de l'équipe, il arrive des moments où on est bon, des moments où on est un peu moins performant, et quelque part, faut l'assumer. Malgré ma position de directeur sportif, j'assume pleinement mes responsabilités. Et au moment où il a fallu, petite précision, discuter de l'avenir de Yannick, j'ai été le premier à donner ma démission à la présidente. Parce que si on estime que le projet est un échec, j'assume totalement ma responsabilité. Et je lui ai dit, présidente, si vous estimez qu'il faut tout remettre en question, alors je suis prêt à démissionner de ma fonction. Et malheureusement, en tout cas, malheureusement ou heureusement pour moi, on ne cherchait pas à changer une personne, on cherchait à faire réagir le groupe et changer le directeur sportif. On n'est pas sûr d'avoir un impact sur le groupe. Alors c'est bien parce que tu nous donnes un scoop et on va pouvoir également tordre le cou à une rumeur qui était question de l'éviction de Brandao qui actuellement est sur le banc donc, de l'équipe réserve des U23. Tu confirmes que ça n'a jamais été dans les tuyaux ? Non, jamais. Jamais. Il faisait partie de la shortlist lui aussi pour prendre... Oui, il faisait partie de la shortlist. Il fait partie de la shortlist parce que c'est un homme qui nous suit depuis le début, donc il a l'avantage de connaître un peu l'équipe, le très haut niveau. Brandao, ça reste quand même un joueur qui a une carrière qui est incroyable, qui a fait toute sa carrière grâce à sa combativité. C'est un peu ce qu'on recherchait là sur ces derniers temps. Donc on y a pensé. Après, encore une fois, on cherchait absolument le choc psychologique et on s'est posé la question si en mettant si ça venait de l'interne, c'était le choc n'aurait pas été si important. Comme c'est quelqu'un qu'on a eu l'habitude de voir, est-ce que si demain on met un coach interne comme Delvin Skenderovic, Antoine Mangione, Brandao, est-ce que si on met une personne de ce staff ou les trois même en même temps, est-ce qu'on aurait eu le choc psychologique sur l'équipe ? Et là, on s'est posé la question et je suis pas sûr.
Oui, je pense aussi que ça aurait eu sans doute moins d'impact. Alors, de l'impact, je suis désolé pour la transition, mais on va essayer d'en avoir. En tout cas, c'est dans les tuyaux de la FIFA qui a testé, c'est l'heure du débat, hein. Lors de la Coupe du Monde c'était U20 U20, ouais, c'est ça. la VAR Lite. Alors, qu'est-ce que c'est que la VAR Lite ? C'est la possibilité un peu à l'image du challenge en NBA, et au volleyball également. Tennis aussi. En tennis. Donc, c'est la possibilité offerte au coach d'avoir des cartons pour interpeller l'arbitre, stopper le match et vérifier à la vidéo. Donc une action litigieuse. Le principe étant que donc vous avez ces 2 cartons. Quand vous l'utilisez, si vous aviez raison, bien vous récupérez. On le garde. Voilà. On garde notre challenge. La question se pose parce que la FIFA a imaginé ce principe pour les petites fédérations ou les fédérations de petits pays comme le nôtre, et il s'agirait en réalité de le mettre en place avec les images dont disposent les championnats domestiques. Par exemple, les caméras VO ou à l'image du Live Arena de nos confrères de RTL. Alors, pour en avoir discuté lors du dernier déplacement en Slovaquie avec Alex Kruger, c'est une question qu'il se pose réellement. Donc, messieurs, je vais vous demander, est-ce que vous êtes pour ou contre cette VAR Lite ? Moi, j'aime bien. Moi, je pense que c'est de donner la main au coach et de choisir un moment pour sortir la carte et vérifier quelque chose, une action litigieuse. Je trouve que c'est très bien. Je suis beaucoup la NBA et c'est bien utilisé, même si on voit bien que en général c'est gardé pour le dernier quart-temps, etc. Donc voilà. Mais le basket et le foot, c'est pas du tout la même chose. Donc faut voir comment ça peut être utilisé. Pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste aussi voir comment le reste du temps l'arbitre peut aussi l'utiliser. Oui, d'accord. Alors. Tu vois, si l'arbitre il sort aussi, il va vérifier 5 fois par mi-temps les faits de jeu. Alors le dispositif, derrière, tu vois, le dispositif ne permet qu'au coach en fait de solliciter l'arbitre, ce qui est un peu dommage, mais parce que sinon c'est de la vraie VAR, hein, où on aurait le quart régie. Je ne saurais même pas te dire, Marco, si moi je suis d'accord avec la VAR ou pas. Après quoi, 5 ans d'utilisation de la VAR ? Ou un peu plus même. 4 ans ? Je sais pas. Il y a des choses qui me semblent tellement importantes de vérifier avec la vidéo, type le ballon qui est rentré, les hors-jeux. Je comprends pas qu'on puisse pas avoir un système qui te permette de pas faire d'erreur. Après, le reste, ça reste de l'interprétation. Mais en tout cas, en format light, pas mal. Ça me semble être une bonne idée. Après, il faut qu'on ait les images. Oui. Aujourd'hui... peut-être que ça va être le contre-argument de Thomas. Moi, je suis un peu plus nuancé sur cette règle. Je trouve que dans le principe est génial, mais en ayant regardé quelques matchs de la Coupe du Monde du 20, je trouvais que ça donnait une carte au coach pour, entre guillemets, pourrir le casser match. Le rythme. Ouais. Si tu arrives en fin de match, que tu as l'équipe adverse qui pousse, et j'ai vu dans certains matchs une utilisation presque un peu malsaine, où il sortait le carton pour emmener l'arbitre voir pendant 3-4 minutes une action, on savait pertinemment qu'il n'y avait pas faute, ça dans le but de casser le rythme, ça. Mais alors, jamais les coachs en BGL League ne feraient ça, Thomas. Non, c'est sûr, mais je pense que c'est une règle qui est encore à creuser selon moi pour vraiment l'encadrer et éviter que ça devienne une source de dérive finalement. Mais sur le principe, je trouve que c'est quand même important aujourd'hui d'avoir une assistance vidéo pour les arbitres. Pas de contre-argument sur les images qui pourraient être utilisées. C'est très important. C'est important parce qu'aujourd'hui, on regarde les buts, on le fait tous le matin quand on arrive, on regarde les buts, etc. T'as pas de ralenti, tu peux pas zoomer. Alors tu peux zoomer sur ta tablette ou ton écran, mais ça reste très pixelisé. Et voilà, en revanche, tu n'as qu'un angle. Donc franchement, ça reste quand même compliqué si tu fais appel à la vidéo pour pas avoir le bon angle, la bonne vue. Elle serait utilisée sur toutes les actions ? Alors, seulement dans la surface ou à mon avis, il y aurait il y aura un cadre parce que je ne pense pas qu'on puisse solliciter l'arbitre pour une touche ou pas, ou un corner ou pas. Ça peut être pour un penalty, donc voilà. Ouais. Mais ça peut être pour un coup de coude donné en dehors d'une action de jeu que l'arbitre n'a pas vu parce qu'il était 50 mètres plus loin. Mais je vais donner un exemple au directeur sportif qui est avec nous, puisque j'ai assisté à une scène un peu rocambolesque il y a 2 semaines lors du match entre Differdange et le Swift, où à la mi-temps, Rémi Manso, donc ton homologue que tu connais bien à Differdange, est allé voir avec sa tablette monsieur l'arbitre pour lui montrer qu'il y avait pénalty. Le précurseur de la VAR Lite, Rémi Manso. Et il s'est fait expulser par monsieur l'arbitre. Oui. Est-ce que toi tu trouves que ce serait intéressant à mettre en place ? Moi je suis pour.
Moi, je suis pour la VAR parce que ça va aider sûrement les arbitres, ça va enlever peut-être un peu de pression sur eux parce qu'ils peuvent se reposer là-dessus. Ça peut peut-être rassurer les entraîneurs, les équipes d'avoir ce joker, se dire il y aura peut-être moins d'erreurs ou là-dessus on va pas se faire enfler. Ça peut arriver ces derniers temps. Maintenant, je rejoins Simon, les hors-jeux, comment les règles avec les caméras, parce que pour voir un hors-jeu d'une caméra qui est située au milieu du terrain, ça va être compliqué. C'est compliqué. Pas évident. La qualité des images au Luxembourg, ce sera pas la qualité qu'on voit à la télé. Alors je tiens à préciser que si cette VAR Lite existe pour les petites fédérations, c'est pour une question de coût, puisque j'avais demandé à la FLF justement combien lui coûtait l'organisation de la VAR au stade national lors des grandes compétitions ou en UEFA, et c'est entre 5 000 et 7 000 euros par match. Donc forcément, cette VAR Lite, elle permet à vraiment moindre frais, on aurait juste les caméras VO ou le Live Arena, et je pense que ce serait cadré, parce qu'effectivement, un hors-jeu sur une caméra VO, je suis pas certain que ce soit très facile. Peut-être qu'Hertel recevra des subventions pour avoir un meilleur équipement, peut-être. Mais oui, dans l'idée, moi je suis totalement pour. Bon. Totalement pour, si on peut aider les joueurs, les arbitres, si on peut tous aider à éviter les erreurs, parce qu'on en fait, ils en font, c'est normal, c'est comme ça, on est au courant, on est conscient. Malheureusement, l'erreur des joueurs influe sur le jeu, mais l'erreur des arbitres peut aussi influencer. Ouais. Après, rappelons-nous l'époque sans VAR, on va dire qu'il y a 5, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'on a plus. On a moins de débats sur l'arbitrage qu'aujourd'hui? Ouais, 5-6 ans, mais tu m'avais sorti il y a 20 ans, je t'aurais dit il y a peut-être moins de médias. Mais on n'aurait pas eu la main de Dieu. Maintenant, on n'aurait pas eu la main de Dieu avec la VAR. Il y a tellement d'enjeux que on peut éviter, minimiser en tout cas. Toi, tu suis le basket, moi j'adore le tennis. Pour le coup, on minimise, je suis d'accord. On minimise les erreurs. Ouais, je parlais du volley. Le volley, c'est vraiment démocratisé. Ouais, personne ne râle. Au tennis, tu touches la ligne ou pas, c'est factuel. Ouais. Au foot, malgré tout, même des décisions sur des pénaltys, ça reste sujet à interprétation. Mais parce que la règle est sujette. Oui, c'est la règle. Le problème, c'est peut-être la règle, t'as raison. Mais ça peut aider. Ça peut aider. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'aide. À Luxembourg, plus peut-être qu'ailleurs, ils ont besoin d'aide. Voilà, on est tous d'accord sur ce plateau. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire sur les réseaux sociaux si vous aussi vous êtes d'accord ou au contraire si vous êtes contre cette VAR Lite. Nous passons au dernier sujet, la Coupe de Luxembourg. Puisque, tu l'as dit, il va y avoir une nouvelle trêve pour la BGL League, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour les 16e de finale de Coupe de Luxembourg, avec en avant première, on aura Progrès Jeunesse, c'est ce vendredi à 20h, et puis les 15 autres matchs se dérouleront dimanche à 16h, et parmi eux, il y a certains duels assez alléchants entre clubs de BGL League. F91 qui va recevoir Bissen, le Swift Espérange qui va recevoir l'US Ostert, Differdange qui va recevoir pour la deuxième fois consécutive l'Union Titus Pétange, Mamers qui reçoit Kergeng par exemple, et puis des affiches également intéressantes comme ce Etzela Ettelbruck Racing, donc Ettelbruck qui jusqu'à ce week-end était encore deuxième de promotion d'honneur, qui va recevoir le Racing en quête de bonnes sensations. Romain. Oui. Ouais, c'est pas un tirage facile, hein. Non, c'est dur parce que j'imagine déjà la qualité du terrain à Ettelbruck. Ettelbruck qui est en pleine confiance malgré le résultat de ce week-end, mais bon, ils sont très très hauts dans leur classement, ils jouent la montée, donc c'est une équipe qui vaut une BGL à l'heure d'aujourd'hui, et comme nous on est sur le bas de la BGL, on doit pas être très loin de leur niveau, donc une équipe en confiance, une équipe qui n'est pas en confiance, une équipe qui se connaît, une équipe qui ne se connaît pas encore totalement. Oui, match, il y aura clairement match, ça va pas être un match facile. On va tout faire pour le remporter, mais on est conscient que ça sera pas facile. Le Racing, c'est une équipe de coupe. C'est une équipe, clairement. Oui, non, mais sans vouloir. Encore. Non, mais c'est vrai, vous êtes souvent au rendez-vous. Ces 10 dernières années, vous en gagnez 2 fois. 2, hein. Voilà. Après, les gars, on peut pas faire cette émission, on n'en a pas fait depuis 3 semaines, sans parler de Differdange, qui fracasse tout le monde. 11 journées. C'est ça, 11 journées, 10 victoires, 11 un match journées nul. pour eux, oui, c'est ça. Ils ont un match en retard. Et ils ont un match en retard. Et ils ont un match en retard. 10 victoires et un match nul. C'est-à-dire qu'on banalise tout ça. Allez, époque BK, Dudelange et Swift, qui avaient beaucoup plus de moyens que ses adversaires. Je ne me rappelle pas d'avoir une équipe qui écrasait autant le championnat. Non, c'est pour ça que je demandais l'équipe surprise plutôt. Mais Vils. Clairement, Differdange, c'est un rouleau compresseur. T'as pas regretté de partir à ce moment-là? Enfin, c'était bien, hein, le premier titre de champion. Karine Reuter m'a dit qu'elle t'avait mis en garde en disant mais attends, tu vas abandonner la Champions League pour venir chez nous.
Ouais, c'était Tu aurais pu être gardien de Differdange et directeur sportif du Racing. C'est une discussion qu'on a eue. Alors là, celle-là, elle aurait été belle. Regretter, non, je suis parti sans regret. Differdange, j'ai vécu une année incroyable. Mais j'ai une attache au Racing qui a fait que quand j'ai eu cette possibilité ou cette opportunité de revenir au Racing, j'ai posé mes conditions à la présidente et elle a accepté cette double casquette parce que ma condition était celle-ci. Je ne voulais pas revenir dans un club où je ne connaissais pas les ambitions et ce qui allait être mis en place. Et je voulais être sûr de ce qui allait être mis en place. Et elle a accepté ces conditions, ce qui me permet aussi de préparer mon avenir. Donc j'avais une double casquette qui prépare sûrement la suite. Donc non, je suis parti sans regret, mais j'ai vécu des années incroyables et à l'heure d'aujourd'hui, il faut les féliciter parce que le travail de Pedro l'an dernier, du coach de cette année et surtout de Rémi Manzo, il faut les féliciter. Bravo, ils ont construit un parce groupe qu'on parle de changement d'effectifs, mais ils ont eu un changement d'effectifs, ils ont perdu des joueurs. C'est sûr, leur charnière centrale est restée. Du moins, les 4 dans l'axe, celui à gauche a bougé quand je suis arrivé, mais pour le reste, tout a bougé. Les 6 ont bougé, Tranier est parti, les attaquants sont partis, Jorginho est parti, Nagara est parti. Et pour autant, ça continue à marcher. Et là-dessus, il faut les féliciter parce que ils se trompent pas, ni dans le recrutement, ni dans ce qu'ils mettent en place sur le terrain. Et il manque juste la consécration européenne et ils vont y arriver. On leur souhaite. Ce sera bon. Hein. Allez, l'heure tourne très rapidement. On va passer au News Express. Alors, vous connaissez le principe. Je vous donne quelques petites infos. Vous me dites si vous les retenez, ce que vous en retenez. On va commencer avec la Coupe des Dames. On va rester sur la Coupe puisque ont eu lieu les 8e de finale la semaine passée avec Differdange, par exemple, qui est également une équipe sensation chez les dames, qui l'a emporté 8-0. Et le Racing qui l'a emporté par forfait. Alors, ça y est, en fait, les filles du Racing sont tellement hégémoniques que certaines équipes commencent à se dire on préfère perdre 3-0 qu'être humilié. Alors je vais pas parler pour ces clubs-là, c'est juste dommage. Je vais juste parler pour notre club. En tout cas, c'est dommage pour nos filles parce que quelque part, elles ont juste envie de jouer. Peu importe l'adversaire, elles ont envie de jouer, de gagner et d'avoir une semaine de trêve. Puis la semaine d'après, on joue pas parce que c'était également la trêve. Donc du coup, ça fait les filles qui n'ont pas joué depuis 3 semaines. Donc, pas évident. Elles sont quand même joueuses de foot. Alors elles travaillent tout à côté, mais ça reste quand même leur passion, leur métier entre guillemets. C'est dommage. Alors, je connais pas du tout les raisons. Je ne sais pas pourquoi le club a fait forfait, mais j'espère que ça se reproduira le moins possible. Parce que, concrètement, alors c'est sûr que c'est pas cool d'en prendre. D'en prendre 12, d'en prendre 14, d'en prendre 22. Je suis bien placé pour le savoir. Mais en tout cas, c'est pas cool pour nos joueuses qui travaillent toute la semaine en espérant d'avoir de la compétition le week-end et de pas avoir le match à jouer. Ok, alors on passe au Route Leven. Vous le savez, Jeff Strasser va annoncer sa liste pour la confrontation à domicile contre l'Allemagne le 14 novembre et en Irlande du Nord à Belfast quelques jours plus tard. Avant cette liste, on a eu des Route Leven qui ont fait sensation. Par exemple, Ivandro Borges qui est entré à la 68e minute lors de la victoire écrasante 8-2 de l'Heracles Almelo contre Zwolle. On a eu Enes Marmutovic qui a joué 85 minutes avec Breda. Sébastien Thiel qui a joué 90 minutes. Passe décisive de Leandro avec le Benfica. Laurent Jans qui a célébré la 11e victoire sur 12 matchs disputés. Et puis on a des joueurs qui ont beaucoup moins joué, voire pas joué du tout. On en a qui sont restés sur le banc, comme Seid Korac lors de la défaite de Venise contre Catanzaro en série B, comme Djogovic. Donc 2 défenseurs qui sont restés sur le banc. Pendant qu'un défenseur en BGA League a marqué un but d'anthologie avec un ciseau venu de nulle part, je veux parler de Kevin Danzico. Alors je vais simplement vous demander, est-ce que vous pensez qu'il a les chances d'être dans la liste de Jeff Strasser ? Pour moi, ça va dépendre de ce que Jeff Strasser veut faire de ce rassemblement. Si il veut jouer le tout pour le tout et aller prendre au moins 1 point sur les 2 matchs, à ce moment-là, je pense qu'il va vouloir envoyer l'artillerie lourde. Ou bien est-ce qu'on commence déjà à penser à mars et cette double confrontation contre Malte qui est finalement le point d'orgue de cette saison pour l'équipe nationale. Donc à voir ce qu'il veut vouloir faire pendant ce rassemblement. Évidemment. Et ça reste un joueur en pleine confiance. Ouais. Qui gagne tout dans son club, qui arrive avec une tête bien pleine, qui connaît la sélection, qui va accepter n'importe quel rôle en sélection, qui va toujours se donner à fond pour défendre son pays. Et qui arrive en pleine confiance. Et la tête, quand elle arrive en pleine confiance, c'est toujours très agréable dans un groupe, plutôt qu'avoir une équipe un peu avec des joueurs un peu déçus, tristes ou dans un bad mood. Donc, moi, en tout cas, je lui souhaite, j'espère qu'il y sera. On aura en tout cas la liste définitive de Jeff Strasser jeudi. Ce sera à midi, évidemment, à suivre sur mental.lu. Simon, merci d'avoir merci Marco de m'avoir vaincu la fièvre. De m'avoir accueilli. Un attaquant pour la sélection, on a Dominique Stolz. Alors, qui est sélectionnable. Bien sûr. Qui est sélectionnable, effectivement.
qui ne fait pas partie, comme Thomas le disait, peut-être des projets à long terme au vu de son âge, mais qui peut dépanner. Je suis d'accord. Hein. Un triplé contre l'Allemagne, on en rêve tous. Hein. Ah oui, ça reste un joueur qui a plus de 300 buts sur les 10 dernières années et qui est très intéressant, qui est attaché au pays. Donc, c'est un attaquant sélectionnable. Bon, écoute, tu es à la place où était Jeff Strasser. Et comme Jeff regarde le Clubhouse, à mon avis. Voilà, donc, à bon entendeur. Thomas, merci d'avoir été parmi merci nous. À toi. Et puis on remercie infiniment notre invité Romain Ruffier, gardien et directeur sportif du Racing, d'avoir accepté notre invitation dans ce contexte difficile. Merci à vous. On n'a pas gagné hier, mais j'espère que vous allez nous porter chance du coup pour les week-ends à venir. On te le souhaite. Notre dernier invité, Bilal Benkedim, avait marqué et fait gagner son équipe juste après notre dernier Clubhouse. Donc on te souhaite le même destin. Si je marque, c'est pas bon signe. N'oubliez pas, le match en retard de BGL League, c'est Differdange-Redange ce mercredi soir à 19h30. Et puis bien sûr la Coupe de Luxembourg qui débute vendredi. Et donc dimanche, tous les autres matchs seront à 16h. On vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Ciao. Ciao, merci.